Bonsoir à tous. Alors, traiter au-delà des symptômes, mais j'espère que vous n'y pensez pas une seule seconde. Alors pourquoi ? Parce que vous savez, comme l'a dit ce commissaire du peuple à l'instruction publique bolchevique, que le bonheur n'est rien d'autre qu'une exceptionnelle harmonie dans le tube digestif. Et c'est vrai, quand on a bien mangé, tout va bien. Alors dans les Mickey, ça a longtemps été le Graal. On avait quelques scrupules tout de même à appliquer ces concepts, puisqu'on savait que la maladie se complique, en général au mauvais moment, et vous avez l'exemple d'une jeune femme enceinte à 24 semaines d'aménorrhée qui vient de fistuliser son iléon terminal dans son muscle psoas droit, ce qui lui a donné une démarche chaloupée. Pour éviter cela, le concept de fenêtre d'opportunité et de traiter les patients plus précocement, d'obtenir des cicatrisations des lésions, a été développé. Et vous voyez que parfois la fenêtre est étroite pour aider nos patients. Alors on va faire un petit peu un comeback en arrière pour voir d'où nous venons. Nous venons d'un monde où il n'y avait pas de lien entre les symptômes et les lésions. Vous savez que lorsque l'on traite par corticoïdes une maladie de Crohn et que l'on va faire une endoscopie au décours de ce traitement par corticoïdes, on s'aperçoit que les patients qui vont bien ne sont pas forcément ceux qui ont amélioré leur lésion. Et quand on cherche entre le CDUIS, le score endoscopique, et le CDAI, le score clinique, une droite de corrélation, on n'en trouve point. La conséquence était qu'on a appris à se moquer des lésions. Et puis tout a changé avec l'arrivée des biothérapies, et parce qu'on a observé deux choses. La première, ce sont des cicatrisations spectaculaires des lésions, et la deuxième, c'est l'apparition, qui est passée beaucoup plus inaperçue, je vous le concède, d'une droite de corrélation entre les scores d'activité clinique et les scores endoscopiques. Et vous voyez qu'on est allé bien au-delà de ce lien entre l'amélioration des symptômes et l'amélioration des scores endoscopiques, et qu'on s'est mis à penser très très vite à partir de cette constatation-là, puisqu'on s'est dit on a là les outils pour changer l'histoire naturelle de la maladie. Alors, il y a eu des données épidémiologiques qui sont venues apporter de l'eau au moulin au concept que les lésions étaient plus importantes finalement que les symptômes. Et vous voyez là, dans une étude norvégienne, en population, le risque d'avoir une colectomie si vous avez cicatrisé vos lésions ou si vous ne les avez pas cicatrisées. Alors la diapositive est remarquable. Vous avez vu quand même qu'on a un petit peu pipoté l'axe sur la gauche de la diapositive, puisqu'on passe de 0,90 à 1, le tout sur 6 ans. Donc on a gagné 1% de risque de colectomie par an, ce qui est quand même beaucoup plus modeste que laisse supposer l'image visuelle de cette diapositive. Néanmoins, le concept s'est ancré que les lésions prédominaient. Alors, est-ce que le problème a beaucoup d'importance ? Alors, quand on prend un exemple avec un médicament que votre directeur d'hôpital maintenant arrive très bien à prononcer, le vedolizumab, il vous en a parlé hier, vous en souvenez, et que vous regardez les taux entre la cicatrisation des lésions et la réponse clinique durable, ce sont les deux histogrammes sur la partie droite de la diapositive, mais on voit finalement que l'ampleur de la question traitée au-delà des symptômes ne doit pas être si majeure que ça, puisque vous avez autant de gens cicatrisés que vous avez de gens en réponse clinique durable. Donc finalement, on doit parler peut-être de l'écume des jours sur cette petite différence. Et que quand on regarde la rémission clinique, on s'aperçoit qu'il y a même encore moins de gens en rémission clinique que de gens en cicatrisation muqueuse. Donc finalement, et je pense que Philippe en dira un mot, on a peut-être aussi à s'occuper de cette partie du problème, et pas seulement d'obtenir une cicatrisation au-delà des symptômes cliniques. Alors est-ce qu'on est si bon que ça ? Ben, je ne crois pas, parce que quand on regarde les gens qui sont cicatrisés, on s'aperçoit qu'on est capable de cicatriser en mettant une combothérapie. Un patient, chez les patients naïfs, c'est l'étude Sonic, ont 43% des gens. C'est-à-dire que la question ne se pose pas de traiter au-delà des symptômes chez plus de 50% des patients qui sont de toute façon toujours symptomatiques. Et donc il y a quand même la moitié du travail qui n'est pas fait. On est probablement un petit peu meilleur dans la rectocolite hémorragique. On voit des patients cicatrisés à peu près 60%, et donc la question a probablement plus de pertinence dans la rectocolite hémorragique. Alors on se dit, oui, mais tout ça, ça va changer parce qu'on va utiliser nos armes beaucoup plus tôt.
Regardez ce que donne le délai de prescription de l'anti-TNF sur le pourcentage de succès clinique. On est péniblement passé de 28 à 30 à 43% de succès clinique ici avec l'adalimumab. Donc vous voyez que le nombre de patients qui vont être concernés par ce besoin d'aller traiter les lésions n'est pas si important que ça. Alors vous me dites, c'est parce qu'on a utilisé uniquement une monothérapie. Essayons de voir avec une combothérapie. On a vu ce matin qu'il y avait des essais avec des designs un peu particuliers, des randomisations par cluster. Voici l'essai REACT, un traitement traditionnel, une combothérapie, et vous voyez qu'il y a match nul sur les deux stratégies. Donc finalement, on a l'idée d'aller traiter au-delà des symptômes, mais on n'a peut-être pas les armes pour le faire. Alors pour faire ça, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer notre façon de faire et puis seulement essayer d'amener les patients au bonheur comme il a été défini par ce commissaire politique bolchevique? Il faudrait disposer de la preuve scientifique que le faire est intéressant. Et vous verrez que cette preuve scientifique, on ne l'a pas. À défaut, est-ce qu'on peut avoir des arguments de présomption d'efficacité de cette stratégie? C'est-à-dire de démontrer que l'intensification du traitement, finalement, améliore les taux de réponse. Est-ce que le résultat ainsi obtenu, il est meilleur et est-ce que les bénéfices escomptés sont là? Et est-ce que finalement, les risques encourus de cette stratégie sont raisonnables? Alors, on va aller regarder ça un peu de plus près. Et vous savez qu'après l'émergence de ce concept d'aller traiter jusqu'à la cicatrisation lésionnelle, on n'a toujours pas fait la preuve scientifique du bien fondé de cette attitude. On en est toujours à des études d'association où l'on montre que les gens qui ont cicatrisé sont moins hospitalisés, ont moins recours à la chirurgie que les gens qui ne sont pas cicatrisés, mais on est toujours dans l'observation des faits et pas dans la démonstration. Alors on dispose néanmoins de deux études rétrospectives, une dans la rectocolite et une dans la maladie de Crohn, où les auteurs ont intensifié le traitement de patients qui étaient asymptomatiques mais qui n'étaient pas cicatrisés. Donc ça a été fabriqué par Bill et Guillaume, donc Guillaume Bouguen et Bill Sandborn. Et qu'est-ce qu'ils ont montré? Ils ont montré qu'on était capable de cicatriser davantage les patients avec nos armes dans la rectocolite et que le gain était assez important. Et qu'on était également capable de faire ça au cours de la maladie de Crohn où on pouvait augmenter le taux de patients qui se trouvaient être en situation de cicatrisation muqueuse. Alors ça avait un coût puisqu'il fallait optimiser les traitements. Et optimiser, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire passer à un immunosuppresseur si ce n'était pas le cas, passer un anti-TNF si le patient était sous immunosuppresseur, optimiser cet anti-TNF si le patient était déjà sous anti-TNF, ou finalement faire des combothérapies ou encore switcher de molécules de classe pharmacologique. Donc il y avait au moins 3 niveaux d'amélioration, mais néanmoins on a le sentiment qu'on peut aller chercher cette cicatrisation muqueuse, donc la tentation existe. Alors on va s'arrêter 2 petites secondes sur le fait qu'observer un résultat n'est pas synonyme de l'obtenir. Alors vous avez 2 basketteurs sur la partie de la diapositive, un qui a touché le panier tout seul et un qui a été optimisé. Il est monté sur 3 marches. Alors pour reprendre la métaphore, on a d'abord intensifié l'anti-TNF, on a ensuite rajouté un immunosuppresseur et puis on a fini par changer l'anti-TNF. Enfin, on s'est battu pour obtenir le résultat. Et au final, on se demande si le résultat obtenu, si on va avoir la même histoire naturelle chez ce patient que chez le voisin. Alors un peu par provocation, je dirais qu'il est assez tentant de conclure que ces 2 messieurs ont la même taille, puisqu'ils ont réussi à toucher et à obtenir l'histoire. Mais on sent bien que la rémission obtenue au prix d'une combothérapie ou d'une intensification du traitement va peut-être avoir des conséquences en termes d'allègement de traitement. Il sera peut-être plus facile d'alléger le traitement que chez un patient que chez de l'autre. En tout cas, la preuve n'est pas apportée que l'histoire naturelle que l'on observe comme favorable avec la rémission des lésions est la même si vous avez observé cette rémission ou si vous avez cherché à l'obtenir en intensifiant le traitement. Alors, est-ce que les risques encourus lorsqu'on optimise ces traitements sont raisonnables? Alors, c'est le concept du treat to target qui a été utilisé dans plein de pathologies. Vous allez chercher à définir un objectif thérapeutique et à obtenir cet objectif thérapeutique. Alors parfois c'est très intéressant, ça marche, et puis parfois ça fait des très gros dégâts. Alors il y a eu des travaux publiés dans d'autres pathologies, notamment au cours du diabète, où si vous fixez une cible trop ambitieuse de contrôle des glycémies, vous allez exposer le patient à des accidents d'hypoglycémie et au final à une surmortalité. Donc le concept du treat to target, il a ses limites, qui sont ceux de la toxicité des molécules.
Alors heureusement, au cours des maladies de Crohn et des rectocolites, on n'a pas du tout ça au cours des MICI, parce qu'on sait bien que si on ajoute une molécule à une autre, il ne va rien se passer. Bon, vous savez bien que ce n'est pas vrai. Hein. Vous savez que lorsqu'on passe en combothérapie, on va augmenter le risque. Là, c'est le risque de lymphome T hépatosménique. On a eu ce matin une très belle démonstration sur les risques infectieux. On a également des risques qui peuvent être néoplasiques. Plus on va combiner les agents pour obtenir un résultat, plus on va faire prendre de risques à notre patient. Donc clairement, la preuve de l'innocuité d'une intensification de traitement chez un patient asymptomatique pose problème. Alors je vais vous raconter l'histoire d'un homme de 49 ans qui était sous Immurel, et qui était totalement asymptomatique et chez qui on a fait, comme c'est recommandé, un contrôle endoscopique quelques mois après l'instauration du traitement. Et on est tombé sur des lésions actives qui ont été classifiées Maillot 2 par l'endoscopiste, et on s'est dit, ça ne va pas. Il a des lésions actives, il prend un immunosuppresseur, on va se fâcher, et on va donc lui mettre un anti-TNF. Et après 6 mois de ce traitement anti-TNF, sont apparues des lésions cutanées sur ses 2 avant-bras et sur le dos des mains. Alors comme ça nous a dit ce matin, manifestement, ces lésions ne vont pas l'emporter. Il ne va pas mourir de cette affaire-là. Vous avez bien sûr reconnu de quoi il s'agissait. Il s'agissait bien sûr d'une mycobactériose atypique, un Mycobacterium marinum, parce que vous aviez oublié de demander quelle était la passion de ce patient. Et ce patient était aquariophile, et donc toutes les semaines, il nettoyait son aquarium, les 2 avant-bras plongés dans le bassin. Il a donc été exposé à cette bactérie qui pose de problème à personne, sauf aux gens qui reçoivent un anti-TNF potentiellement. Vous lui avez donc conseillé, bien sûr, de changer de hobby puisque vous vouliez cicatriser ses muqueuses. Ce qui m'amène à ma conclusion et à ce concept émergent qui est que le patient est le vrai professionnel de sa maladie. Il sait quels sont les vrais objectifs thérapeutiques. Alors bien sûr, il y a les scores d'activité clinique de la maladie et au premier rang desquels les douleurs, les troubles du transit, mais il va surtout vous parler de sa fatigue, de son travail, de sa vie sociale, accessoirement de ses aquariums. Et quand votre réponse, ça va être endoscopie, IRM, calprotectine, vous voyez le gap que cela va constituer. Et donc vraiment, limitez-vous à améliorer vos patients. Nos armes actuelles, c'est peut-être tout ce qu'elles savent faire. Je vous remercie. Merci Guillaume. Donc Philippe Marteau, traiter le patient ou l'intestin? Bon, on s'était mis d'accord avec Guillaume qu'on n'allait pas s'engueuler et puis que j'allais râler dès la première diapo. Comment poser une question pareille, enfin traiter le patient ou l'intestin, enfin, éthiquement ça ne va pas, quoi. Bon, vous comprenez pourquoi, hein. Je n'ai pas besoin d'être lourd là-dessus, mais pourtant ça remplit nos journaux, ça remplit nos congrès, et tout ça c'est public devant des malades qui souffrent et qui disent, les docteurs ils posent la question. D'ailleurs, je sais quel docteur, celui-là j'irai pas le voir. C'est quoi la question derrière ce que vient de commencer à discuter Guillaume, et puis je vais rajouter une dizaine de dias et on rentrera chez nous. C'est ça, c'est-à-dire que finalement, il y a des gens, ils ont des signes inflammatoires objectifs, alors ceux d'entre nous qui aiment bien les choses objectives, ils sont contents, et puis ils racontent des symptômes, et ceux qui aiment bien parler avec les malades sont contents, mais il y a potentiellement des discordances dans tout ça. Tout va bien, quand on arrive, c'est en haut à droite, c'est vert, le malade il se plaint de symptômes, il a des lésions, on le traite, tout va mieux, je ne vois pas le problème. Et puis tout va bien, non, tout va pas, mince, vous voyez ce que je veux dire? Non, tout va mal, mais bon, tant pis, c'est clair pour le docteur, le malade garde des symptômes, il garde des lésions. Le docteur sait quoi faire. Mais ce qui nous pose problème, c'est qu'il y a 2 autres boîtes, et c'est là où il peut y avoir controverse, difficulté, où potentiellement on peut être manipulé. On cherche la recette simple, tous, hein, qu'on soit malade, qu'on soit docteur, qu'on soit d'une compagnie pharmaceutique, on cherche tous le miracle. Qu'est-ce qu'il y a dans les 2 points d'interrogation? Les 2 points d'interrogation, en haut à gauche, c'est le malade qui est symptomatique sans lésion, d'accord, sans inflammation, bon, alors on va dire il a l'intestin irritable, hein, je vous donne tout de suite la réponse, et puis ou alors, en bas à droite, le malade asymptomatique, mais avec des lésions ou de l'inflammation infraclinique. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, je commence par en haut à gauche, ça va être vite fait.
l'ennemi public numéro 1 des essais thérapeutiques. Oh là là, celui-là, non, on ne sait jamais, il pourrait pourrir mes résultats. Il est malade, mais c'est son problème, dit le mickeyologue. Vous voyez ce que je veux dire? On dit, ah, c'est plus une Mickey puisqu'il n'a pas de lésion, puisqu'il n'a pas d'inflammation, etc. Donc le malade, il se plaint, et on sait que ces malades, ils se plaignent. C'est-à-dire, alors on dit, c'est l'intestin irritable. Une fois qu'on a eu les petits nerfs enflammés, peut-être, on garde une sensibilité à la distension, etc. Et on garde des marqueurs infracliniques de grands spécialistes d'inflammation. Mais alors, comment on gère cette situation? Alors, comment on la gère? En général, il y a un risque, parce que le malade, on lui a tout expliqué, vous pensez bien. D'abord, il l'a appris sur le site. Bon, il sait, la calprotectine, c'est un pro maintenant. Ah non, pro, ça veut dire autre chose. Vous voyez, il y a quand même une forte éducation. Puis nous, on en remet 3 couches au moment où on dit « je vais vous prescrire un traitement, vous allez voir ce que vous allez voir ». Alors après, il ne comprend plus rien. J'ai toujours des symptômes, je n'ai plus de lésions, et donc le docteur de partir... le problème de la communication, c'est si vous partez, vous n'avez rien, vous avez l'intestin irritable, l'IBS, quoi. Alors évidemment, le malade, après, il n'est pas heureux. Ou prenez un régime sans FODMAPs. Et là, le malade, il répond quoi? Sans blague, Attendez, moi, j'ai rien alors que j'ai plein de symptômes. Comment ça se soigne l'IBS? Vous verrez ça avec votre généraliste. Ou depuis le temps que je vous demande un régime, et maintenant, c'est maintenant, après que vous m'ayez donné le traitement qui tue, là, que vous me parlez du régime. C'est dur, C'est dur, c'est dur. Donc, vous voyez que c'est pas si simple que ça. On peut dériver vite. Le spécialiste disant, voyez votre spécialiste de l'intestin irritable, c'est-à-dire vous verrez ça avec votre généraliste qui a pris l'habitude de vous envoyer à moi. Alors évidemment, je vous donne la solution parce que je vois bien que je vous embête, vous êtes stressé, mais je vous donne la solution. Vous lui dites, écoutez, il doit bien y avoir une inflammation quelque part. Vous n'étiez pas très propre. Je vais vous prescrire une calprotectine et une capsule. D'accord, on peut dépenser effectivement 120 € par-ci, 400 par-là, mais ces malades, ils existent. Ils ont l'intestin irritable et il faut les gérer. Et moi, le conseil que je donnerais, qu'est-ce que c'est dur de temps en temps. Évidemment, les malades qu'on voit sont sélectionnés, mais c'est d'anticiper ça. C'est-à-dire ça va arriver, ça arrive souvent. Parce qu'on arrive c'est ce qu'on nous dit, à cicatriser des lésions. On nous le dit, alors c'est vrai. Est-ce qu'on a des études pour nous guider en disant le traitement de l'IBS post-IBD, c'est dans l'étude je ne sais pas quoi, trimébutine, non, on n'a pas d'études. On pourrait faire ça. Alors la dernière boîte, c'est celle dont on parle dans tous les congrès, Guillaume vient d'en parler, et on ne va pas se battre parce qu'on pense exactement la même chose. Donc, on nous dit, attention, soyez prudents. Soyez prudents, il y a un peu la trouille, mais soyez vigilants. Le syndrome machin, c'est sournois, ça évolue à bas bruit, ça va vous donner des lésions irréversibles, dramatiques, comme disait délabrantes, disait la chirurgienne. Il faut le traiter tôt, sinon c'est trop tard. Et puis une prescription coûteuse, parce que vous le valez bien. Vous le valez bien, tout le monde le vaut bien. Le malade le vaut, etc. Mais bon, quel est le niveau de preuve? Alors, il y a l'autre syndrome, j'aurais pu l'appeler le syndrome de Guillaume, mais je le respecte trop. Attendez, ça vaut cher, ce truc-là. On a Marisol sur le dos, ça fait peur quand même. Comment convaincre le malade quand on n'a pas d'études pour démontrer aujourd'hui de manière formelle ce qu'il faut faire? Donc, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Mais alors, sur Internet, on en trouve. Posez la question sur Internet, sur cette situation, vous voyez, les experts sont là-haut, et puis les solutions, et les treat to target, etc. Donc, alors, conclusion. Conclusion, en 2015, les experts se sont dit on n'a pas de niveau de preuve, essayons d'être honnêtes pour un coup, et le consensus STRIDE, qui est un consensus mou, un consensus d'experts, a dit ok, il semble que dans la maladie de Crohn, il semble raisonnable de chercher à atteindre une rémission clinique, une amélioration des critères rapportés par les patients, pourrait définir par des douleurs abdominales et des troubles du transit qui s'améliorent, et ça, il faut l'obtenir en 3 mois. Et
une rémission endoscopique qu'il faut obtenir en 6 à 9 mois, définie comme la disparition des ulcérations, ou l'imagerie en coupe. Voilà ce qui a semblé raisonnable. Donc, il y a de la cicatrisation, et le résumé du résumé, c'est celui-là. Bon, j'ai vécu l'ulcère, moi. J'ai vécu l'ulcère où on contrôlait, rappelez, avec les gifs Q. J'en vois dans la salle, ils savent de quoi je parle. Les autres, ils ne savent pas de quoi je parle. On avait un gros tuyau qu'on passait, et puis avec un petit peu quand même de Valium, et on contrôlait les ulcères pour voir s'ils étaient cicatrisés. Parce que le risque de récidive d'ulcère à 1 an, c'était 70%. Aujourd'hui, on ne contrôle plus les ulcères. Pourquoi ? Parce qu'on sait les cicatriser. Et donc, quand on aura des traitements de très grande efficacité sur les lésions, la question d'aujourd'hui sera du passé, et il y en aura d'entre vous, là, les plus jeunes, qui raconteront ça, et on parlera d'autres maladies. En janvier 2017, le consensus, et on est d'accord avec Guillaume, donc vous avez intérêt à être d'accord, consensus large pour dire que, oui, optimiser un traitement pour obtenir la cicatrisation des lésions quand c'est facile, mais tout le monde est d'accord. C'est quoi être facile ? C'est quand tout le monde est d'accord, le thérapeute qui se dit « mais j'ai une marge extraordinaire, jusqu'à maintenant il était un petit traitement léger, où il suffit que j'augmente un peu la dose d'une monothérapie ». Ça va. Le malade d'accord, parfois même l'idéal, le malade demandeur « docteur, augmentez-moi la dose, d'ailleurs je l'ai déjà fait ». Support. Non, vous voyez, si le traitement est accepté, voulu, tout va bien. Là où ça devient la controverse, c'est quand on est au maximum, que le malade est à des fortes doses, à des combothérapies, qu'il est toujours avec des lésions, et là honnêtement on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire. Ou bien quand le malade dit « écoutez, vous avez déjà monté beaucoup, docteur, moi j'ai des doutes, je préfère ne pas le faire ». Donc cherchons les lésions asymptomatiques, surtout au début de la maladie, surtout dans les premiers traitements, surtout quand on peut faire quelque chose dans l'optimisation, et dans les autres cas, moi j'avoue que je ne le fais pas. Et si je fais les statistiques, quand je vois bien les malades qu'on voit tous les uns les autres, on ne contrôle quand même pas l'efficacité de nos traitements, à part des endoscopies, 6 à 9 mois après chacune de leurs poussées. Je vous remercie. Donc cette controverse ne donnera pas lieu à des questions. On va terminer, clore ces 10e assises. Nous remercions l'AFA, les laboratoires pharmaceutiques, et nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine, si vous le voulez bien.
soir. Ah, j'ai travaillé. Bon, tout ça. Ouais, je fais Ah ouais. de toute façon.